Bonsoir à tous. On est ravis d'être ici. Merci infiniment à l'Université populaire et à la QCV de nous recevoir et de nous inviter. Euh, on- donc moi c'est Fabien et Gérard, on est tous les deux coprésidents de l'association Émancipée, qui, comme ça a été dit, fait de l'éducation populaire, donc simplement de la transmission d'idées, de connaissances, des débats, etc., sur le sujet de la démocratie, mais aussi sur le sujet du salaire à vie tel qu'il a été théorisé par Bernard Friot, un économiste que vous connaissez peut-être, et qu'on invite à Chambéry le 13 janvier. Il sera présent pour discuter avec vous. Je voulais vous dire aussi, en préambule, que vous pourrez retrouver toute cette présentation sur le site d'Émancipé, émancipé.org. Et puis vous avez un peu de documentation sur la table qui est derrière. Si vous voulez recevoir nos informations, vous pouvez également vous y inscrire. Aujourd'hui, on va parler de ce que, en sciences politiques, les chercheurs appellent le gouvernement représentatif et qui est notre forme de gouvernement actuel. La prochaine fois, comme ça a été dit, il y aura encore 3 autres sessions. Donc la prochaine sera consacrée aux pratiques démocratiques à travers l'histoire. La suivante, donc la prochaine fois, ce sera le 11 janvier. La fois d'après, ce sera le 18 janvier. On fera un balayage des expériences démocratiques actuelles. Et puis à la fin, on fera un atelier qu'on espère le plus participatif possible, une synthèse participative sur des pistes de démocratisation qui viennent clôturer ce cycle sur la démocratie. Voilà le contenu que vous pouvez retrouver sur le site internet également. Alors on débute tout de suite. Alors, vous avez vu, on a fait un petit clin d'œil à la Grèce, puisqu'on a écrit le mot démocratie en grec. Le mot démocratie en grec, c'est démos kratos, kratos le pouvoir, démos le peuple, le pouvoir du peuple. Le pouvoir du peuple, c'est donc la prise de décision, c'est quand le peuple écrit les lois, les votes, les amendes, les change, mais directement. Le principe en démocratie, le principe central, c'est le tirage au sort. Les Athéniens avaient, on en parlera sur le prochain cycle, avaient inventé aussi l'élection, mais c'était réservé à quelques magistratures, pour la guerre et également pour les finances. Mais le principe central, c'est le tirage au sort. Donc la question qu'on pose, c'est que décide le peuple en France en 2021 ? Alors est-ce qu'il décide des orientations politiques ? Vous pouvez réagir si vous le souhaitez. Est-ce qu'il décide de la Constitution, des lois, de la science, de la technique, des conditions de travail, de ce qu'on produit dans l'entreprise et dans le pays, et comment on le produit, de l'aménagement du territoire, de la transition écologique ? Est-ce qu'on décide du modèle de société qu'on souhaiterait ? Et la réponse est non. Le peuple ne décide d'aucun sujet important. Il n'a en réalité aucun pouvoir réel. Donc par conséquent, on peut affirmer que nous ne sommes pas dans un régime politique démocratique. Donc nous vous proposons de le démontrer pour redonner son sens. On a interrogé le mot démocratie depuis la Grèce antique à nos jours en passant par la période de la Révolution française. Redonner son sens au mot démocratie, décoloniser notre imaginaire par une exploration du passé, du présent et de ce que pourrait être un futur, un horizon réellement démocratique. Donc le sens du mot démocratie a été fondamentalement modifié et on est un peu dans une sorte d'impasse, une confusion. Alors, donc une petite citation de Platon qui nous dit « La corruption de la cité commence avec celle des mots ». Donc il est un intérêt général de clarifier ce concept clé. L'idée, c'est de remettre les mots à l'endroit si on veut penser, ne pas penser à l'envers ou
Donc, on a l'habitude de réfléchir toujours avec le même logiciel. Hein. Donc, on a tendance à réfléchir avec ce logiciel qui nous met toujours sur des rails à voie unique déjà balisés. Donc, on vous propose de faire un pas de côté, hein, essayer de décoloniser son imaginaire, changer ses représentations mentales. Voilà ce qu'on vous propose. Un petit avertissement en guise d'introduction. L'évolution du concept de démocratie. Donc là, on se base beaucoup sur cette diapositive et sur les suivantes, sur le livre de Francis Dupuy-Déry, Démocratie, histoire politique d'un mot, qui explique vraiment beaucoup de choses de manière très détaillée. Donc, de l'Antiquité jusqu'à 1830, Dupuy-Déry, qui a fait sa thèse dessus, nous explique que le sens du mot démocratie, tel qu'il était utilisé par tout le monde, est resté inchangé. Ce sens, c'est un régime politique où le peuple se gouverne seul, donc sans autorité suprême qui puisse lui imposer sa volonté et le contraindre à l'obéissance. Donc en démocratie, le démos, donc l'ensemble des citoyens, délibère à l'agora où se déroule l'Assemblée. Donc il n'y a pas de chef. En démocratie, il ne peut pas y avoir de chef. Et ce sens-là, du mot démocratie, qui n'est plus le sens actuel, a fait consensus chez les intellectuels et chez toutes les personnes qui utilisaient le mot démocratie pendant 2400 ans. C'est-à-dire depuis l'Athènes antique, qui a formalisé la démocratie au 5e siècle avant Jésus-Christ, 5e et 4e siècle avant Jésus-Christ, en passant par les penseurs du Moyen-Âge, l'époque classique, où le terme est resté un petit peu savant, il n'était pas beaucoup utilisé, mais ils avaient la référence à la démocratie grecque, où le peuple se gouvernait lui-même sans chef. Alors il se trouve que les savants et les élites étaient, même s'ils savaient quel était le sens de ce mot démocratie en référence à la Grèce antique, ils étaient antidémocrates. Ils étaient contre le peuple. Dans les traités et les dictionnaires, on le voit, hein, la démocratie, c'est le pire des régimes. C'est un mauvais régime. Tous les hommes de lettres, à peu de choses près, étaient à peu près d'accord là-dessus, à travers le Moyen-Âge et l'époque classique. La démocratie est un repoussoir pour les élites politiques. Et on le voit avec cette citation de John Locke. Je ne sais pas si vous arrivez à lire cet écran, parce que c'est un peu petit. Hein. John Locke, qui est considéré comme un des fondateurs de la pensée moderne, il ose dire il faut absolument éviter de fonder une démocratie du grand nombre. Hein. Il dit ça au moment où, en Angleterre, on est en révolution et on s'interroge sur le type de régime à mettre en place. Voilà. Le peuple était vu comme irrationnel. Et donc, on peut conclure avec Dupuy-Déry que la pensée occidentale commence avec un biais profondément antidémocratique. Alors là, j'aborde le mot démocratie à partir de 1830-1840, parce qu'il y a eu un glissement sémantique, comme vient de le dire Fabien. Tout le monde avait une sorte de haine de la démocratie, mais le mot est redevenu un peu séduisant au début du XIXe siècle. Hein. Les élites se réclament du mot en lui attribuant un sens nouveau. Il y a un glissement sémantique. Ce mot démocratie, qui était détesté, devient le régime libéral électoral. Hein. Alors, au départ, il était simplement appelé République, et il y a un glissement, et c'est là que apparaît l'expression démocratie représentative, qui est un total oxymore, qui est en totale contradiction, puisque en démocratie, la démocratie, c'est le tirage au sort. En démocratie, il n'y a pas de représentant, sauf exception. On l'abordera un peu ensuite, on y reviendra. Et donc la République dominée par une poignée de politiciens élus. Donc on est passé d'une démocratie qui était un régime détestable, on va en parler, hein, avec la Révolution française, au meilleur des régimes.
Il y a donc un renversement de sens qui est opéré consciemment également en Amérique du Nord, parce que là, on parle un petit peu des deux, on parle de la France, mais aussi de l'Amérique du Nord, qui ont fait leur révolution un petit peu avant. Et c'est le même principe. Des gens comme Madison, ils instaurent un régime représentatif. Donc, pourquoi ce glissement sémantique? Il y avait l'idée d'accroître le pouvoir de séduction des élites en période électorale, aux États-Unis, 1830, et en France, 1830-1840. Accroître aussi le pouvoir de mobiliser le peuple. Il y a un exemple au Canada pour la Première Guerre mondiale. Tu pourrais expliquer d'ailleurs, Fabien, l'histoire du Canada pour la Première Guerre mondiale? Oui, c'est-à-dire que les hommes politiques canadiens ont commencé à vraiment se revendiquer du mot démocratie plus tard que les autres, au moment où il fallait faire entrer le pays en guerre, comme l'explique Dupuy-Derry. Et ça correspond à une capacité de séduction accrue pour pouvoir mobiliser des gens qui ne voulaient pas se mobiliser pour partir en guerre lors de la Première Guerre mondiale. Merci. Et donc Jackson, qui est le premier président aux États-Unis, il se revendique démocrate dès les années 1830. Donc c'est un marketing politique qui est très conscient. L'objet, c'est de séduire les pauvres et les immigrants qui arrivent aux États-Unis, pour le cas des États-Unis. Alors, ça, c'était aux États-Unis. En France, ce qui est saisissant, c'est que ça se produit à peu près à la même période, ce glissement de sens du mot démocratie, donc je le rappelle, du pouvoir du peuple vers le pouvoir des représentants. Ça arrive vers 1830-1840 aussi. Et on peut dire que, en fait, en France, les politiciens étaient aussi influencés par ce qui se passait aux États-Unis, donc ce n'est pas complètement un hasard. Il y avait une rhétorique démocratique qui commençait à se mettre en place chez les socialistes aussi. Et puis, avec l'instauration du suffrage universel masculin en 1848, les hommes politiques, les élites, ont eu besoin de séduire un nouvel électorat de petits salariés. Le corps électoral est passé de 250 000 personnes à 9 millions de personnes. Et donc, il fallait inventer une rhétorique qui allait avec cette augmentation du corps électoral pour, en gros, dire, voilà, les élections, c'est la démocratie. Donc ce mot a été réhabilité, alors qu'il était universellement détesté avant par les élites, a été réhabilité à ce moment-là pour ça. Et cette évolution a culminé en quelques générations, on peut dire, en 1871. Il y a un journal qui sort qui s'appelle La monarchie démocratique. Voilà, donc on est au summum de l'oxymore, donc de la contradiction interne dans les termes. Tout est devenu démocratie. Donc, ce qu'on peut dire, c'est qu'en France et aux États-Unis, le sens de ce mot démocratie change en 4 étapes. D'abord, le dénigrement. Et en fait, ça s'applique à beaucoup d'autres mots, soit dit en passant, c'est assez intéressant. D'abord, le dénigrement. Ensuite, quand il y en a besoin, on passe du dénigrement à l'affirmation. Ah, démocratie, finalement, c'est intéressant. Et puis, on va en détourner le sens et pour le généraliser. Voilà. Donc, dénigrement, affirmation, détournement, généralisation. En 3 générations, le mot démocratie est devenu gouvernement par le peuple, pour le peuple, à gouvernement d'une poignée de politiciens élus qui décident au nom du peuple. Résultat, les vrais démocrates, ceux qui défendaient vraiment cette conception de démocratie à l'athénienne, on va dire, ont dû trouver de nouvelles étiquettes, puisque le mot démocratie était grillé. Alors, ils ont trouvé le mot anarchiste. Les démocrates sont devenus des anarchistes au XIXe siècle. Une petite citation de l'anarchiste Auguste Blanqui, qui voyait assez clair sur ce que c'était ce qu'il appelait le cirque électoral. Pour lui, c'est le droit niais et puéril de choisir nos maîtres. Par le seul fait de son vote, l'électeur avoue qu'il n'est pas libre. L'homme qui se fait élire est mon maître et je suis sa chose. Alors maintenant, on présente un petit chapitre qui est l'idéologie des fondateurs des régimes représentatifs, du système représentatif, qui, encore une fois, n'est pas la démocratie. Et donc, quel est le problème? En fait,
les élites à l'époque, les constituants au moment de la Révolution française, tous les intellectuels, en fait, ils sont agoraphobes. En fait, ça témoigne d'une peur du peuple. Hein. Les révolutionnaires de la fin du XVIIIe discréditent certes l'ancien régime, le roi, les nobles, on change de système, mais ils insistent aussi sur l'incapacité du peuple à se gouverner lui-même. Alors, qu'est-ce qu'on fait comme reproche au peuple, hein? Alors, il est irrationnel, incapable de promouvoir le bien commun, hein, même ses propres intérêts. Il est considéré comme incapable de défendre ses propres intérêts, aisément manipulable, sauf pour les élections, on les autorise à élire, composé de factions qui ne pensent qu'à leurs propres intérêts, trop nombreux et, une remarque qu'on entend souvent, éparpillés pour s'assembler. Et ça, on l'abordera aussi lors de la 3e session. Donc il y a une agoraphobie, une peur du peuple délibérant, du peuple qui délibère, qui se réunit en assemblée, qui délibère, comme ça se faisait dans les tribus anciennes, comme ça se faisait à Athènes, comme ça se faisait chez les Cosaques, etc. Et donc quand même quelques citations, parce que quand même c'est intéressant. Alors Voltaire, « J'entends par peuple la populace qui n'a que ses bras pour vivre. Je doute que cet ordre de citoyens ait jamais le temps ni la capacité de s'instruire. Il me paraît essentiel qu'il y ait des gueux ignorants. » Et Antoine Barnave, alors Antoine Barnave, on le connaît un petit peu dans la région, parce qu'il était à l'époque révolutionnaire maire de Grenoble, c'était un avocat, il faisait partie de l'Assemblée constituante. Et qu'est-ce que nous dit Barnave ? Il serait inopportun de remplacer le pouvoir représentatif, le plus parfait des gouvernements, par ce qu'il y a dans la nature de plus odieux, de plus subversif, de plus nuisible au peuple lui-même, c'est-à-dire l'exercice immédiat de la souveraineté par la démocratie, ce que l'expérience a prouvé être le plus grand des fléaux. On sent bien qu'il a un peu la haine de la démocratie. Et Barnave, alors là encore une autre citation qui est très courte, « Vous ne m'avez pas élu pour que je représente vos intérêts, mais les miens. » On est toujours dans l'idéologie là, de nos pères fondateurs, hein, des gens qui ont fondé le régime qui existe encore aujourd'hui. Après l'agoraphobie, il y a le fait qu'ils considéraient la souveraineté populaire non pas comme quelque chose de réellement exercé en pratique, mais comme une abstraction. Ils avaient une conception de la souveraineté populaire comme quelque chose qui doit être représenté, en fait, qui ne doit pas être vraiment exercé. Et ça, on le retrouve chez tous les révolutionnaires quasiment, à peu de choses près, chez Sieyès, chez Brissot, même chez Robespierre, en France et aux États-Unis, chez Adams et chez tous les autres, à la fin du XVIIIe siècle. Alors Brissot, c'est le chef des Girondins, c'est un des principaux révolutionnaires de la Révolution française. Brissot nous dit « Le peuple seul a le droit de se constituer. » Jusqu'ici, ça va. « Mais il n'en a pas le talent. Il doit donc confier une partie de son droit à ceux qui en ont le talent. » C'est difficile d'être plus explicite. L'abbé Sieyès, que vous connaissez tous, je pense, hein, qu'on met sur un piédestal, c'est l'un des plus influents révolutionnaires français qui a vraiment contribué à la mise en place de notre régime politique. Qu'est-ce qu'il dit à l'Assemblée nationale révolutionnaire ? Il dit « Les citoyens qui se nomment des représentants renoncent et doivent renoncer à faire eux-mêmes la loi. Ils n'ont pas de volonté particulière à imposer. S'ils dictaient des volontés, la France ne serait plus cet État représentatif, ce serait un État démocratique. Le peuple, je le répète, dans un pays qui n'est pas une démocratie, et la France ne saurait l'être, le peuple ne peut parler, ne peut agir que par ses représentants. » Alors, c'est une phrase d'une clarté assez inouïe sur le projet, en fait, sur l'idéologie qui sous-tend les personnes qui ont fondé notre régime politique. Alors, une deuxième citation qui est assez explicite aussi. « Dans la démocratie,
les citoyens font eux-mêmes les lois et nomment directement les officiers publics. Dans notre plan, c'est-à-dire le gouvernement représentatif, les citoyens font plus ou moins immédiatement le choix de leurs députés à l'Assemblée législative. La législation cesse donc d'être démocratique et devient représentative. Tout ça, ça date de 1789. Donc la souveraineté populaire devient une fiction. Il y a une fiction qui se crée à ce moment-là et dans laquelle nous baignons toujours, qui est démocratie égale élection et représentant égale le peuple. Donc on continue sur ce thème de la souveraineté populaire comme abstraction. Donc le Parlement, avec les représentants, le Parlement émerge comme une nation assemblée elle-même. C'est un petit peu une pensée magique. Hein. Si vous voulez, c'est comme actuellement, le député, il est élu dans sa circonscription, et dès qu'il est élu, il devient député de la nation. C'est-à-dire que les électeurs s'incarnent dans le corps du député, qui incarne la nation. C'est un peu une pensée magique. Donc le Parlement émerge comme une nation assemblée elle-même, pensée magique. Alors une citation qui est très amusante de Louis-Charles de Lavie-Contry, qui était député membre du comité de salut public, qui distingue, lui, démocratie représentée et démocratie réelle. C'est intéressant cette différence et il sera repris par Proudhon. Et maintenant une citation de John Oswald, qui était un révolutionnaire écossais, et c'est très intéressant. J'avoue que je n'ai jamais pu réfléchir sur ce système de représentation sans m'étonner de la crédulité, je dirais presque la stupidité, avec laquelle l'esprit humain avale les absurdités les plus palpables. Si un homme proposait sérieusement que la nation pissât par procuration, on le traiterait de fou. Et cependant, penser par procuration est une proposition que l'on entend non seulement sans s'étonner, mais qu'on reçoit avec enthousiasme, qui est l'intention charitable de ces messieurs qui veulent nous épargner la peine de penser par nous-mêmes. Dit plus trivialement, on pourrait dire écoute, vous excusez la trivialité, tu peux pisser pour moi ? Non ? Alors pourquoi tu voudrais penser pour moi ? C'est ce qu'il voulait dire, mais en deux termes plus choisis. Bien, la souveraineté ne peut être représentée. Alors là, je cite Rousseau parce que Rousseau a une influence très importante au XVIIIe siècle chez les révolutionnaires. Ça va être d'ailleurs un sujet un petit peu complexe pour eux, pour Robespierre, pour Condorcet, tout ça. Comment allier justement la souveraineté populaire et la représentation. Ça va être une difficulté qu'ils vont essayer de résoudre, mais c'était des admirateurs quand même de Rousseau. Et Rousseau nous dit, évidemment, vous connaissez... La souveraineté ne peut être représentée. Toute loi que le peuple en personne n'a pas ratifiée est nulle. Ce n'est point une loi. Le peuple anglais pense être libre, oui, parce qu'il y avait déjà des élections en Angleterre, donc il cite l'Angleterre, on est en 1762, c'est le contrat social, c'est cité dans le contrat social. Le peuple anglais pense être libre, il se trompe fort, il ne l'est que durant l'élection des membres du Parlement. Sitôt qu'ils sont élus, il est esclave, il n'est rien. Parce que l'idée de Rousseau, si vous voulez, dans le contrat social, c'est de dire il faut bien qu'on fasse société. Et pour faire société, il faut bien qu'il y ait des lois. Et on doit obéir à des lois. Simplement, il faut que le peuple obéisse à des lois qu'il a lui-même écrites. D'où la formule « obéir à des lois qu'on s'est prescrites est liberté ». Alors, toujours dans l'idéologie des pères fondateurs de notre régime politique, ils essayent de mettre en place une aristocratie élective. Alors, je m'explique. Certains pères fondateurs, que ce soit aux États-Unis ou en France, dans leur correspondance privée, l'avouent très clairement. Ils utilisent le terme aristocratie élective pour qualifier ce qu'ils appellent publiquement une république. Jefferson l'écrit, et Robespierre
parle d'aristocratie représentative. C'est-à-dire que vraiment, ce n'est pas un épiphénomène que la démocratie, que le régime politique qui a été mis en place au moment de la Révolution soit représentatif. C'est une volonté des pères fondateurs qui savaient que, ce faisant, ils ne mettaient pas en place une démocratie. Alors, Pierre-Louis Roederer, par exemple, qui est un député bonapartiste, nous dit « L'aristocratie élective dont Rousseau a parlé il y a 50 ans est ce que nous appelons aujourd'hui démocratie représentative. » Montesquieu, lui, un petit peu avant, nous dit « Le suffrage par le sort, c'est-à-dire le tirage au sort, est de la nature de la démocratie. Le suffrage par le choix, c'est-à-dire l'élection, est de celle de l'aristocratie. » Et ça, c'est l'état de la pensée politique au XVIIIe siècle, mais aussi bien avant. C'est-à-dire, depuis les Grecs jusqu'au XVIIIe siècle, grosso modo, tout le monde savait que le tirage au sort, c'est le principe cardinal de la démocratie. L'élection, c'est un principe plus aristocratique. Donc, il y a pour eux, pour les élites de la fin du XVIIIe siècle, justement, une aristocratie, une élite naturelle qui serait propre à chaque société, de gens plus doués pour la raison ou pour la vertu ou pour les deux, et donc qui seraient plus compétents politiquement. Et c'est cette petite élite-là qu'il faut faire émerger pour diriger la nation au moyen des élections. Voltaire le dit extrêmement clairement. On aime bien les citations parce qu'elles sont quand même parlantes. Le peuple de France... Ah, je vais te laisser la dire parce que tu l'as dit mieux que moi. Alors Voltaire. Le peuple de France a besoin d'être conduit par le petit nombre des hommes éclairés. Un pays bien organisé est celui où le petit nombre fait travailler le grand nombre est nourri par lui et le gouverne. Aujourd'hui, on dirait qu'il y a une supériorité socio-professionnelle qui est confondue avec la supériorité intellectuelle et morale. C'est-à-dire ce que le sociologue Pierre Bourdieu appelait le racisme de l'intelligence. C'est-à-dire, t'as pas fait d'études, alors tu es bête, en gros. Ou tu as fait des études, tu as plein de diplômes, tu es intelligent. Ça, c'est le racisme de l'intelligence. Alors que intelligence et catégorie socio-professionnelle, diplôme, richesse, n'ont absolument rien à voir. Mais ça fait partie de l'idéologie des fondateurs de notre régime politique. Alors Bernard Manin, tu peux montrer peut-être le bouquin qu'on vous incite à lire, hein. Principe du gouvernement représentatif, hein, où il recense justement, où il refait un petit peu cet historique, où il parle aussi de la période de la Renaissance en Italie, où il y avait des expériences démocratiques. Et donc lui, il a mis en lumière le principe de distinction. Donc les élus sont d'un rang social plus élevé que les électeurs. C'était valable pour l'Angleterre, la France, les États-Unis. Alors, à signaler que les constituants en 1789 votent le décret du marc d'argent, c'est-à-dire on met en place un système représentatif, mais tout le monde ne peut pas élire. Hein. Les domestiques, les femmes, les vagabonds ne peuvent pas élire. Hein. On doit avoir plus de 25 ans, puis il faut être propriétaire déjà. Puis c'est à deux niveaux. Il y a ceux qui deviennent électeurs parce qu'ils ont des moyens, et eux-mêmes vont élire des gens éligibles qui ont encore plus de moyens, les grands propriétaires. C'est le système à l'époque. C'est les conditions pour être élu à l'Assemblée nationale. Hein, être propriétaire foncier et payer au moins un marc d'argent en impôts. Et ça touchait 1% de la population. On peut même dire donc au niveau du système représentatif, c'était quand même pas terrible. La Constitution de 1791, elle instaure le cens, hein, c'est censitaire. Hein. Pour avoir le droit d'élire, c'est équivalent à 40 jours de travail. Il faut prouver qu'on peut payer 40 jours de travail. Hein. Ça a été aboli en 1792.
hein, quand la République est instaurée après la bataille de Valmy, mais ça reste quand même censitaire, quoi, hein. Les vagabonds, les femmes, les domestiques n'ont toujours pas le droit de s'exprimer. Alors, au XIXe et au XXe siècle, c'est l'avènement du suffrage universel direct, qui, du coup, accrédite la croyance que le gouvernement représentatif est la démocratie. Élection égale démocratie. Il n'y a plus de discussion sur le caractère aristocratique de l'élection. Donc, en résumé, les fondateurs de notre régime dit représentatif, système représentatif, étaient ouvertement antidémocrates, agoraphobes. Ils ont mis en place une aristocratie distinguée, les riches, les propriétaires, les éduqués, consciemment grâce à l'élection. Alors, qu'est-ce qui s'est passé en réalité au moment de la Révolution française? On renverse la monarchie et on remplace une aristocratie de droit divin par une aristocratie élective tenue par les banquiers, les marchands. Mais le peuple est exclu. Voilà ce qui se passe au moment de la Révolution française. C'est pour ça que nombre d'historiens parlent de révolution bourgeoise. On en arrive à la nature et les formes de notre gouvernement. Donc si ce n'est pas une démocratie, qu'est-ce que c'est? Comment il est organisé, etc. Après avoir vu que le sens du mot démocratie a changé dans les années 1830, qu'il est devenu gouvernement représentatif, après avoir vu l'idéologie des fondateurs de notre régime politique, agoraphobe, etc., voyons un peu plus ce que c'est que ce régime et comment il fonctionne. Alors, ce que dit Bernard Manin, dont le livre circule parmi vous, c'est que l'élection est aristocratique, non par un accident, mais par essence. En soi, le mode de désignation de personnes qui vont exercer un pouvoir au moyen d'une élection est un mode de désignation aristocratique. Les représentants élus, en fait, doivent être perçus comme supérieurs dans une élection. Alors pour Bernard Manin, il y a 4 facteurs qui expliquent ça. C'est un petit peu compliqué, mais c'est intéressant, c'est dans le livre. 4 facteurs explicatifs des effets inégalitaires et aristocratiques de l'élection. Les préférences de personnes, d'abord. C'est-à-dire qu'il faut choisir entre des personnes. Et rien que le fait de choisir des personnes, ça induit que les personnes doivent se distinguer. Il y a la dynamique d'une situation de choix. Il faut présélectionner d'abord des candidats. Et ces candidats, ensuite, doivent se distinguer. Et cette présélection et distinction de ceux qui peuvent être candidats induit un effet aristocratique, c'est-à-dire que ça ne peut pas être n'importe qui. Ensuite, il y a les contraintes cognitives. Il y a des biais de la pensée, des biais cognitifs, qui sont liés notamment, pour en citer un, au fait que les candidats saillants, donc les candidats qui ont des caractères qui ressortent de manière forte, sont plus visibles, on les retient plus facilement que ceux qui sont un petit peu comme tout le monde. Et puis finalement, il y a aussi les coûts de diffusion de l'information qui font que ce sont les équipes les plus riches qui sont toujours les plus favorisées. On le voit très bien, hein, il y a des corrélations qui montrent que dans la Ve République, ce sont les équipes qui ont été le mieux financées qui ont gagné les élections quasiment systématiquement. Et donc, la seule question qui est possible dans un système basé sur l'élection, c'est qui sont les aristoïs? Quel type de supériorité doit gouverner? On ne se pose pas vraiment la question du contenu des politiques publiques, même s'il y a des programmes. On se pose plutôt la question de qui va gouverner et selon quelles caractéristiques. Voilà. Et donc, tout le monde le savait jusqu'au XIXe siècle, les élections n'ont jamais été conçues comme un instrument démocratique. Et elles ne peuvent pas l'être, elles ne sont pas faites pour ça. Je continue avec notre gouvernement dit représentatif. Il est basé sur une idéologie qui a quelques points communs avec la démocratie, mais seulement quelques points communs. Et on vous a mis un tableau récapitulatif sur la table qui compare systématiquement les caractères du gouvernement représentatif et les caractères d'un gouvernement démocratique.
On y reviendra à la fin de la prochaine session. Donc l'idéologie républicaine, c'est une idéologie où il y a séparation des pouvoirs en théorie, où il y a quand même une recherche de bien commun. Res publica, en latin, c'est la chose publique, donc on va essayer de rechercher une forme de bien commun. C'est l'égalité potentielle entre les individus, une forme de libéralisme en fait, mais inégalité dans les faits. Et puis, c'est basé sur la souveraineté de la nation, et non pas, en réalité, la souveraineté populaire. Donc, retenez bien qu'il y a opposition entre ces deux idées. Souveraineté populaire, c'est une chose, la souveraineté du peuple, le peuple donc, qui se gouverne lui-même, qui est autonome, et la souveraineté de la nation, qui est beaucoup plus une abstraction telle qu'on avait vu avant dans l'idéologie des pères fondateurs. Et puis, tous les régimes représentatifs interdisent, je dis bien interdisent, le mandat impératif et la révocabilité, sauf exception. Pour la révocabilité, il y a quelques gouvernements représentatifs qui l'ont et seulement à mi-mandat. Mais le mandat impératif est interdit partout. Alors qu'est-ce que c'est le mandat impératif? Ça, c'est une caractéristique d'un régime démocratique. C'est que une assemblée de citoyens va confier un mandat à un porte-parole qui va aller porter cette parole ou exercer cette responsabilité, mais borné par ce mandat, aux échelons supérieurs. Et c'est ce qui permettrait de faire démocratie dans un système à plusieurs échelons. Évidemment, on ne peut pas avoir des assemblées directes à l'échelle de 67 millions de personnes. On ne peut pas mettre 67 millions de personnes quelque part, mais on peut déléguer des mandats impératifs où une base délègue à un porte-parole en disant bon, bah voilà, toi, député, tu ne voteras pas telle loi ou tu voteras telle loi. Et s'il ne le fait pas, il peut être révoqué. En tout cas, il doit rendre des comptes là-dessus. Donc ça, ce sont les principes démocratiques. Et ces principes démocratiques sont interdits. Ils sont interdits dans la Ve République, hein, c'est l'article 27, merci, de la Constitution. Vous pouvez le retrouver. Ouais. L'article 27, alors c'est intéressant parce que toutes les constitutions depuis 1791, toutes interdisent le mandat impératif. Et c'est le cas dans notre Ve République. Et l'article 27 dit la chose suivante: tout mandat impératif est nul. Point. Le vote des membres du Parlement, donc le Parlement c'est les sénateurs et les députés, le vote des membres du Parlement est personnel. Autrement dit, le député il fait ce qu'il veut, il ne tient pas ses promesses, et voilà, c'est notre régime. Donc derrière tout ça, si vous voulez, c'est l'idée du contrôle, l'idée des mécanismes de contrôle à mettre en place qui n'existent pas. Bien, alors on a l'impression, on n'a pas trop parlé du peuple quand même au moment de la Révolution française. Parce que le peuple, lui, il réclamait la démocratie directe. Il y avait les sans-culottes. Hein. Pour rappel, les sans-culottes, c'est ceux qui avaient un pantalon. C'est le peuple, alors que la bourgeoisie, enfin les nobles, en tout cas les constituants, ils avaient leurs culottes un petit peu bouffantes, quoi. C'était différent. Donc les sans-culottes qui s'organisent en sections. Hein. Dans toutes les grandes villes, il y avait des sections, des assemblées populaires. À Paris, il y avait 48 sections. Hein. C'est très bien étudié. Hein. La Révolution française, c'est très, très documenté. Hein. Les archives nationales sur la Révolution française, c'est même quasiment jour par jour. Hein. Vous avez vu, il y a énormément d'historiens qui sont là-dessus. Albert Soboul, Mathiez, Furet, Ozouf, enfin, Guénifet. Il y a énormément d'historiens à Lyon qui ont écrit sur la Révolution française. Hein. Alors des fois, il y a des idéologies différentes, mais c'est quand même très, très documenté. Donc il y a ces sections. Et le peuple, il réclame la démocratie directe. Il veut le contrôle, il veut le mandat impératif, il veut la révocation, il veut exercer directement leurs droits. Il y a des groupes de femmes aussi, très importantes, qui interviennent aussi à l'Assemblée. Hein. Elles interviennent. Il y a des clubs de femmes. Et ils réclament le gouvernement direct et, toujours pareil, obéir aux lois auxquelles on a librement consenti. Là, ça nous renvoie encore à Rousseau. Hein. À Rousseau et
et l'idée que la souveraineté ne peut pas être représentée par la même raison qu'elle ne peut pas être aliénée. Donc les sans-culottes, c'est le gouvernement jacobin, Robespierre, qui fera tout pour casser ces sections. En fait, ça les dérangeait, cette idée de démocratie directe, même s'il faut le dire quand même, c'est quand même très complexe comme période. Et il y avait l'idée, Condorcet et même Robespierre étaient d'accord là-dessus, qu'il y ait des conventions où le peuple pourrait donc s'exprimer et contrôler. D'ailleurs, la Constitution de 1793 est quand même très très intéressante. Les droits de l'homme de 1793 aussi est particulièrement pertinent. Je pourrais lire 2 articles tout à l'heure. Et donc, malheureusement, elle n'a jamais été appliquée. Donc, le gouvernement jacobin, Robespierre, il y a quand même les Jacobins qui luttaient contre les Feuillants, mais surtout contre les Girondins. Brissot a été évoqué tout à l'heure. Donc, c'était une guerre pour avoir le pouvoir, quand même. Et le peuple a été instrumentalisé dans cette affaire. Donc ils vont tout faire pour casser ces sections, parce que ces sections, elles nommaient des porte-paroles avec un mandat impératif, qui allaient à l'Assemblée et qui disaient non, c'est comme ça que ça doit se passer. Voilà, donc ils ont réussi à étouffer les sections, ils ont désarmé en quelque sorte. Et après, qu'est-ce qui s'est passé au moment de Thermidor, quand on coupe la tête à Robespierre? Alors après, c'est la fin, les sections existent toujours, mais du coup, eh bien, ça va être éliminé par les thermidoriens, quoi. On supprime les sections, on supprime, déjà même dès 1793, on supprime les clubs de femmes, et ça va disparaître. Donc j'évoque aussi les enragés, le groupe des enragés sous la Révolution, un groupe de révolutionnaires, en 1793, proche des sans-culottes, porté notamment par le prêtre Jacques Roux, Jean-François Varlet et Théophile Leclerc, et qui reprennent les revendications du peuple. Ils exigent, qu'est-ce qu'ils exigent? La taxation des denrées, la limitation de la propriété, mais aussi la démocratie directe, le mandat impératif, déjà dit, l'autonomie des sections, le droit à l'insurrection et la révocabilité des élus. Alors bon, il y a eu quelques mots. Il débarque à l'Assemblée. Souverain, mets-toi à ta place. Préposé du souverain, descendez des gradins. Ils appartiennent au peuple. Et Théophile Leclerc, dans L'Ami du peuple, le journal de Marat, rappelle-toi surtout qu'un peuple représenté n'est pas un peuple libre et ne prodigue pas cette épithète de représentant. La volonté ne peut se représenter. Tes magistrats ne sont que tes mandataires. On retrouve encore Rousseau. Donc je continue un petit peu avec cet épisode des enragés sous la Révolution. Donc une partie de leurs revendications seront incluses dans la Constitution de 1793. Mais ça, c'est à cause de la pression des sections et du peuple, de la même manière que les femmes ont joué un rôle important qu'en 1789, elles vont à Versailles. Les femmes jouent un rôle très important dans cette révolution. Donc, régime d'assemblée et de commune avec droit de veto des lois dans cette constitution, c'est-à-dire que si les députés votaient une loi, les sections avaient 40 jours pour la contester, par exemple. Alors ça, c'était... Condorcet était d'accord avec ça, même Robespierre. C'est une période quand même, il y avait des fois des contradictions, mais elle n'a jamais été appliquée. Et alors, dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 29 mai 1793, alors là, il y a quand même plusieurs articles qui sont extrêmement intéressants. Il y a le plus connu, c'est l'article 35, que vous devez connaître. Quand le gouvernement viole les droits du peuple, l'insurrection est pour le peuple et pour chaque portion du peuple, le plus sacré des droits est le plus indispensable des devoirs. Mais aussi, alors, un autre article, l'article 28, qui est extrêmement intéressant, qui devrait quand même nous éclairer aujourd'hui. Un peuple a toujours le droit de revoir, réformer et de changer sa constitution. Une génération ne peut assujettir à ces lois les générations futures. Nous sommes à la Ve République, ça date de 58, ça fait 63 ans, peut-être qu'on pourrait imaginer de la changer, d'imaginer autre chose. Voilà, après, il y en a d'autres très intéressants. Donc, les enragés dénoncent la non-révocabilité, le fait de ne pas pouvoir révoquer les députés, comme un privilège odieux,
le manteau perfide dont un mandataire corrompu peut se couvrir pour trahir impunément les intérêts du peuple. Ça, c'est cité par Albert Soboul. Et donc, les enragés vont se faire arrêter en 1794 par les Jacobins. Et après la chute de Robespierre, les thermidors, hein, les thermidoriens au pouvoir entreprennent une désanculotisation, j'ai réussi à le dire. Et c'est la liquidation de l'autonomie des sections. Le droit à l'insurrection est supprimé dans la Constitution de 1795. Et donc le bilan, c'est le triomphe du système représentatif. Voilà, donc on arrive petit à petit à la fin de notre première exposé, avec un résumé de ce qu'on vous a dit jusqu'à présent et de notre argument. Donc il y a une confusion sur le mot démocratie. À partir du 19e siècle, le mot démocratie passe de pouvoir du peuple à pouvoir des représentants. Les fondateurs de notre régime politique étaient antidémocrates, donc contre le peuple, qui, lui, exigeait la démocratie directe. Et il y a des parallèles saisissants entre les sans-culottes d'un côté et les gilets jaunes, qui, eux aussi, exigent aujourd'hui la démocratie directe. L'élection désigne par essence, et non pas par accident, une aristocratie différente des gens ordinaires. Et dans le régime représentatif, la souveraineté populaire et l'égalité existent, mais ils sont théoriques. On met plutôt en exergue la souveraineté de la nation. L'élection est le mode principal de désignation, ce qui aboutit à la désignation d'une aristocratie ou d'une oligarchie. Oligarchie, le gouvernement de peu de gens. Oligoi, en grec, c'est un petit nombre. Et arché, le pouvoir. Et il y a séparation et équilibre théorique des pouvoirs. En réalité, on peut contester même cette séparation des pouvoirs qui a du mal à se faire réalité. Alors aujourd'hui, en plus de tout ça, il y a des petites évolutions. Il y a prépondérance d'un leader charismatique qui entre en campagne quasi permanente de communication. Et le peuple ne peut que se sentir impuissant face à ce spectacle médiatique. Donc voilà. Les quelques livres dont on vous a parlé, de Francis Dupuy-Déry, Bernard Manin, et puis un petit livre de David von Reybrouck qui se lit très bien, qui s'appelle Contre les élections et qui ouvre un petit peu l'imaginaire à ce que pourraient être des pratiques, enfin ce que sont en réalité des pratiques démocratiques à travers le monde. Un autre livre clé très facile à lire d'Étienne Chouard qui s'appelle Notre cause commune, instituer nous-mêmes la puissance politique qui nous manque, et qui est avec beaucoup de citations aussi très fondées par des exemples de la littérature. Et puis, je me permets de revenir sur ce qu'on va vous dire la prochaine session. On vous parlera de la démocratie dans l'histoire. Donc, on aura un petit peu de temps pour explorer justement l'Athènes du 5e et du 4e siècle avant Jésus-Christ. Et puis, on explorera aussi la démocratie au Moyen-Âge, parce que ça existait, contrairement aux apparences. Même les usages historiques du tirage au sort. Et pour finir, sur la Commune de Paris, qui était particulièrement démocratique, un exemple de démocratie directe. Et la séance suivante, ça sera sur toutes les expériences à travers le monde qui existent, mais aujourd'hui. Donc c'est intéressant de faire ce détour historique d'abord par quelles sont les pratiques démocratiques qui ont existé dans l'histoire. On finira sur la comparaison systématique des caractères du système représentatif d'un côté et des caractères de la démocratie. Et on verra que ce n'est pas du tout les mêmes. Et puis on finira sur aujourd'hui, ici et maintenant, qu'est-ce qui se passe, et un petit peu ailleurs aussi, avec le système suisse, le référendum d'initiative citoyenne, la commune du Rojava en Syrie du Nord, des expériences qu'on ne connaît pas forcément très bien, les expériences démocratiques municipales, ce qui se passe dans le monde en développement, des techniques aussi démocratiques, des panels, de conventions, d'assemblées, des expériences diverses dans d'autres domaines. Et pour finir par la 4e session, des pistes de démocratisation pour améliorer le choix de nos gouvernants et puis même, pourquoi pas, permettre l'exercice direct du pouvoir par les citoyens
et l'expression des citoyens. Voilà, donc merci beaucoup. Et puis, c'est vous qui parlez maintenant.